bienvenue sur Monaco Info pour ce nouveau journal que je suis ravie de vous présenter. Sans plus tarder, les titres que nous développerons dans cette édition. À l'occasion du Yacht Show, la société d'exploitation des ports de Monaco est revenue sur l'acquisition du port de Vintimille. Focus sur le coup de cœur des lycéens avec la délibération du jury. L'artiste Ben, de passage en principauté, nous dévoile sa nouvelle exposition à la galerie 11 Columbia. Après cette page culturelle, nous ouvrirons une page sportive avec du basket et les derniers résultats de la Roca Team. Et puis nous refermerons ce journal avec le Focus Info Only Watch de Fabien Bonilla. Nous ouvrons ce journal avec le cocktail qui était organisé à l'hôtel Hermitage. Plus de détails dans ce reportage signé Émilie Rousseau et Lionel Bernardi. C'est une nouvelle qui a été officialisée en décembre 2016. Monaco a fait l'acquisition de la concession du port de plaisance de Vintimille, un achat qui répond à un réel besoin. En effet, plus de 1300 bateaux battent pavillon monégasque, mais seuls 600 d'entre eux ont une place dans un des ports de la principauté. Ce port en Ligurie est ainsi une vraie solution pour offrir des places supplémentaires aux bateaux. Le Yacht Show démontre que Monaco est devenu vraiment la capitale du yachting. Pour devenir la capitale du yachting, on a besoin de places au port. On en manque cruellement aujourd'hui au port Hercule et à Fontvieille. Et c'est pour cela qu'on cherche depuis longtemps des moyens de développement à l'extérieur. Et ce projet de Vintimille était, comme j'ai dit, le premier pas vers un développement à l'extérieur. Cala del Forte, c'est le nom du port de Vintimille. Il est situé à 8000 nautiques de Monaco, soit une quinzaine de minutes en navette. En plus de résoudre la problématique de saturation dans le port Hercule et le port de Fontvieille, Cala del Forte va dynamiser cette zone de Vintimille déjà prisée des touristes. C'est une opération qu'on attendait depuis longtemps. La ville de Vintimille est prête à recevoir Monaco à bras ouverts. C'est un port de haute qualité qui reflètera les standards des ports de Monaco dans une ville qui possède une grande attractivité touristique et une capacité d'accueil unique. Les travaux ont repris dans cette zone en février dernier. Ce complexe offrira 171 postes d'amarrage, dont une quarantaine pour les bateaux de plus de 30 mètres. S'ajoutent à cela 400 places de parking et 3800 mètres carrés de locaux à usage commerciaux. La livraison est prévue pour 2019. Organisé par la Fondation Prince-Pierre de Monaco, un jury littéraire composé d'élèves issus de plusieurs établissements de la Principauté vient de se réunir au lycée technique et hôtelier pour élire le coup de cœur des lycéens. Reportage. Ils étaient au départ au nombre de 9 au mois d'octobre dernier, 9 romans en lice pour se disputer le titre de coup de cœur des lycéens. Le jury littéraire composé de 27 élèves au final, tous issus de différents établissements scolaires de la Principauté, après de longs débats, a sélectionné 6 romans finalistes. Une première, les élèves ayant eu beaucoup de mal à les départager tant le niveau était élevé. Et c'est après quelques semaines de réflexion cet été, 1 an après le lancement de cette édition, que le jury s'est réuni pour une dernière fois afin d'élire le roman qui sera le coup de cœur des lycéens, des délibérations qui portent sur des critères bien précis. Ils s'appuient à la fois sur le fond, sur la forme, et ils sont parfois très exigeants, c'est surprenant, mais sur le style notamment. Ils font attention au style, ils font attention à l'originalité du thème. Et en tout cas, le choix des finalistes était déjà un très très bon choix. L'histoire d'abord, parce que si ça m'intéresse ou pas, et puis le style d'écriture, plus ou moins élaboré, qui fait que j'aime bien ou pas. Et puis alors, vous avez rencontré les auteurs, est-ce que ça a été un petit plus ? Oui, franchement, c'était intéressant. Parce qu'on comprenait mieux le roman et c'est vrai que c'était une expérience sympa. On lit le livre et quand on rencontre l'auteur, par exemple au début j'aimais beaucoup un livre et j'ai rencontré l'auteur et au final j'en ai pensé autre chose et il y a un livre que j'ai lu mais j'ai pas forcément aimé. Quand j'ai rencontré l'auteur, j'ai fait mais c'est super, il avait cette idée derrière, il a changé plusieurs fois, tout ça, c'est hyper enrichissant. Doté par la Fondation Prince-Pierre d'un prix de 6 000 €, le coup de cœur des lycéens est décerné à l'automne à Monaco lors de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation. Une nouvelle exposition à la galerie 11 Columbia. Un artiste à part entière a investi la galerie. Regardez ce reportage.
Benjamin Vautier, de son vrai nom, mais plus connu sous le nom de Ben, l'artiste niçois expose à la galerie 11 Columbia. Facilement reconnaissable à ses phrases manuscrites au graphisme simple qu'on retrouve un peu partout, les œuvres de Ben reprennent ses leitmotivs principaux sur des toiles ou des objets du quotidien. À Monaco, il y avait des yachts. J'ai pensé travailler sur les yachts. Je me suis dit, mon yacht est plus beau que le tien. Après, j'ai pensé qu'il y a le sourire du prince. Et puis après, je me suis dit, non, c'est toujours, on vous ramène à l'argent. Donc, j'ai décidé de prendre comme thème l'argent. Là, je voulais démarrer sur qu'est-ce que l'art par rapport à l'argent. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on vous parle d'un artiste, on vous parle de sa cote. Et donc, j'ai l'impression que la cote devient un truc automatique. Et quand on parle d'un Chinois, d'un Allemand, et la cote des nations, la cote des peuples, la cote, toujours une histoire d'argent. Mais c'est peut-être quelque chose que je découvre moi-même, que je ne l'avais pas vu avant, et que c'était naturel, comme m'a expliqué M. Sotheby's. Populaire engagé et un brin poète, Ben se veut unique, l'artiste aimant représenter à la fois le banal et le particulier, afin de faire du quotidien une œuvre à part entière. Une exposition à découvrir de toute urgence jusqu'au 17 novembre. Le Jardin Exotique accueille chaque année une exposition de sculptures et de photographies proposée par les artistes du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques Découvertes. Quand fleurissent les sculptures au Jardin Exotique, unir l'art à la faune et à la flore, telle est la volonté de cette exposition qui réunit cette année bon nombre d'artistes issus de la Principauté ou de la région. Depuis 2008, l'année prochaine 10 ans, j'ai pu obtenir de la part de mes collègues et du maire la possibilité de faire justement au sein du Jardin Exotique et sur le plateau cette exposition qui permet de donner un peu plus de vie à toutes ces plantes. Et d'où le titre quand même aussi, Quand fleurissent les sculptures. Donc on a tout un tas de plantes et les sculptures qui sortent de terre. Toutes très éclectiques, les différentes œuvres ont donc su trouver leur place au milieu des plantes succulentes, tout comme les photographies qui ont été exposées sous la serre. Au total, 14 sculptures et 23 clichés qui ont été jugés par un jury extérieur au comité afin d'être primés. Les sculptures et les photos étaient toutes anonymes, c'est-à-dire qu'il n'y a que des numéros. Et je pense qu'ils ont jugé sur le critère de la réalisation, la qualité du travail, le design. Je pense que c'est ça, tout au moins pour les sculptures. Pour les photos, il y a peut-être un côté graphique ou un côté sentimental ou un côté romantique, je ne sais pas. Et la sculpture primée cette année fut le Cartus en résine de l'artiste Hervé Nice, ainsi que la photographie de Karine Tomaselli. Passons au sport à présent. Mercredi soir, la Roca Team disputait son premier match à domicile en Pro A. Opposé au Mans, les Monégasques se sont inclinés d'un rien, 67-66. Regardez le résumé de la rencontre, il est signé Frédéric Elion sur des images d'Olivier Bonello. La Roca Team est encore en rodage. Après la victoire à Levallois, les protégés de Zvezdan Mitrovic ont manqué leur première à Gaston Médecin. Avec seulement 2 tirs à 3 points marqués dans tout le match et un basket un peu brouillon par séquence, les Monégasques ont cédé face au Mans, une équipe qui a collé 40 points à Gravelines lors de la première journée. Dans la lignée de son match à Levallois, le capitaine Amarassi montre la voie. Monaco met de l'impact en défense, provoque des pertes de balles et fait mal avec son jeu de transition. Kikanovic inscrit 6 points dans le premier quart-temps, 12-4 pour la Roca Team après 5 minutes. Les Rouges et Blancs connaissent ensuite un trou noir de 4 minutes, du déchet au tir, quelques ballons perdus, Yéguété dans le trafic, puis Eto'o avec la faute. Le Mans passe un 11-0 et malgré ce coast-to-coast de Robinson, le MSB est devant 17-16 à la fin du premier quart-temps. Après 2 minutes 44, Monaco est déjà à 5 fautes d'équipe dans le deuxième quart-temps. Riley met dedans à 3 points, 25-19, premier écart en faveur du Mans. Chris Evans répond.
Robinson limite après un joli cross, 27 partout. Nouveau passage à vide pour la Roca Team, 1-7-0 pour Le Mans qui vire en tête 34-30 à la mi-temps. Monaco effectue un retour tonitruant des vestiaires. Tout y est, agressivité en défense, adresse retrouvée avec notamment un bon passage de Kraft, ici à la passe pour Kikanovic. Evans enflamme Gaston Médecin sur ce contre monstrueux. La Roca Team colle un 16-2 et prend 10 points d'avance. Mais une nouvelle fois, un trou d'air de 4 minutes sans panier. En face, Antoinetto fait tout. Passe, scoring, 57 partout. Sur ce panier de Riley, Le Mans prend 6 points d'avance à 2 minutes du buzzer final. Evans au dunk redonne espoir au rouge et blanc. Après un panier de Kikanovic, Paul Lacombe a 2 lancers pour égaliser, mais manque le deuxième. L'ancien Strasbourgeois a la balle en main sur la dernière possession, mais ne parvient pas à déclencher un tir sur sa pénétration. 67-66 pour Le Mans. Et je vous propose d'écouter les réactions recueillies juste après la rencontre au micro de Frédéric Hélion. Je pense que le match, on ne le perd pas sur la dernière possession, on le perd bien avant. Parce qu'à un moment donné, on avait plus 10, on pensait que le match était dans notre poche. Et, au lieu de maîtriser le match et de contrôler, entre guillemets, on a joué comme si on était en retard. On a fait pas mal d'erreurs offensivement et défensivement, donc ce qui les a permis de revenir. Sur la fin, on a la chance d'égaliser. Malheureusement, on ne le fait pas. On fait un bon stop sur la fin et on a la dernière possession. Mais après, c'est le basket. Hein. Ça a pu passer comme c'est. Voilà, ça a pu passer, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais on ne perd pas le match sur cette dernière possession. On perd le match sur bien avant, dans le 4e quart-temps. On voulait vraiment gagner ce premier match à domicile devant nos supporters, mais je crois qu'on n'a pas pris les bonnes décisions à certains moments. On a très bien débuté la deuxième mi-temps, mais on n'a pas su poursuivre sur ce rythme jusqu'à la fin du match. On a eu des hauts et des bas. À la fin, on a la dernière possession, mais on n'a pas réussi à gagner. Le Mans est une bonne équipe, mais je pense que l'on n'a pas joué notre meilleur basket, c'est sûr. Our best basketball, that's for sure. Exactement, il y a quand même aussi pas mal de choses positives dans cette défaite. C'est vrai qu'on est une équipe toute nouvelle. Hein. Sur le terrain, sur le terrain et sur le banc, on n'était que 2 joueurs de la saison dernière. Donc c'est carrément une équipe nouvelle. Donc on a eu 1 mois et demi pour travailler. C'est vrai qu'on est en retard par rapport au Mans. Mais on a montré de belles choses. C'est assez frustrant quand même parce que normalement, on aurait dû gagner ce match-là. Passons à présent à l'actualité en bref. L'édition 2017 du Monaco Yacht Show, 27e du nom, a débuté mercredi. Jusqu'à samedi, plus de 120 unités sont ainsi à l'honneur. Plusieurs d'entre elles ont été vues par le prince Albert II qui effectuait une visite sur site. Créé en 1991, le Monaco Yacht Show s'est très vite imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable du yachting sur la scène internationale. La grande plaisance y est toujours très bien représentée avec des bateaux qui dépassent les 25 mètres de long, des tenders de luxe et la présence de sociétés spécialisées dans le yachting. Chaque année, le Monaco Yacht Show soutient les actions de la Fondation Prince Albert II, une fondation qui est d'ailleurs très active sur le Yacht Show en sensibilisant les professionnels du yachting au Wood Forever Pact pour une utilisation raisonnée du bois. Le yachting, un secteur en tout cas qui affiche une bonne santé. Je vous propose justement de retrouver Fabien Bonilla et Lionel Bernardi dans les allées du Yacht Show pour la 7e édition d'Only Watch, une présentation de montres de prestige qui seront vendues lors d'une vente aux enchères pour la bonne cause. C'est le Focus Info du jour. Parmi les nombreux stands de la 27e édition du Monaco Yacht Show, il y en a un bien particulier, tout jaune. L'exposant ne cherche pas forcément à remplir un carnet de commandes et pourtant le stand est archi plein. Des montres uniques et de prestige sont présentées, elles ne sont pas à la vente ou pas encore. Elles le seront et aux enchères après un tour du monde. Elles viennent d'être dévoilées à Monaco en avant-première. Les fonds récoltés serviront à financer la recherche sur les maladies neuromusculaires et plus particulièrement pour la lutte contre la myopathie.
L'approche Only Watch, c'est création d'une pièce unique horlogère, présentation de cette pièce à Monaco en avant-première mondiale, on en a 50 aujourd'hui, tour du monde en 5 à 10 étapes, cette année c'est 10 étapes, et puis vente aux enchères au profit de l'association monégasque contre les myopathies. Et ce projet, qui est une biennale aujourd'hui, s'est installé dans le monde horloger comme le seul moment où des groupes concurrents en compétition forte baissent les barrières et acceptent de converger en saine émulation vers un projet totalement altruiste, où ils comprennent véritablement les enjeux et comment va être appliquée la règle identique pour les uns et les autres. Richemont, LVMH, Swatch Group, les indépendants, Kering, tout le monde est là. Et aujourd'hui, on a en fait comme des Oscars de la montre, de pièces uniques, sans que ce soit une vraie compétition, mais une belle émulation. Ces montres, une cinquantaine, sont visibles durant le Monaco Yacht Show jusqu'à samedi. Elles vont voyager et faire le tour du monde en passant par l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis pour finir par Genève à l'occasion des traditionnelles ventes de novembre de haute joaillerie. Et pour gérer cette vente aux enchères, la célèbre maison Christie's. Ce qui nous a intéressé chez Christie's dans le projet Only Watch, c'est avant tout la passion de Luc Pétavino pour ce projet et puis sa finalité, c'est-à-dire que aider la recherche dans un domaine où on comprend bien que ce n'est pas nécessairement le focus de la recherche publique parce que c'est une maladie qui touche des cohortes relativement peu nombreuses, c'est évidemment quelque chose auquel on a envie de s'associer. Et puis évidemment, en tant que leader dans le monde des enchères, dans le domaine des montres, quand on galvanise toutes nos troupes autour d'un projet pareil, c'est évidemment passionnant, à la fois pour nos spécialistes du département montres, mais aussi pour tout le management de la maison qui se mobilise derrière, l'opportunité de rencontrer les plus grandes marques horlogères et de voir la réalisation en pratique d'exemplaires uniques, c'est évidemment extrêmement motivant pour nous tous. Only Watch a été créé par Luc Pétavino en 2005. C'est une biennale qui permet de financer la recherche contre les maladies neuromusculaires. En 7 éditions, 26 millions d'euros ont été récoltés. Et grâce à ça, nous avons pu financer très fortement la recherche fondamentale, académique, institutionnelle, et également aujourd'hui la recherche appliquée. Et créer des startups et des biotech. Les progrès sont spectaculaires quand même. Ce qui était, on va dire, un peu survendu il y a quelques années, dans le sens où c'était un peu on va y arriver, mais on ne voyait pas le résultat concrètement. On y arrive sur certaines maladies. Certaines maladies maintenant, que ce soit par la thérapie génique ou par les approches que l'on développe, sont sur le point de fonctionner. Les chercheurs qui sont impliqués dans ce projet sont des chercheurs qui sont vraiment impliqués dans la maladie, soit à titre personnel, soit parce qu'ils ont été éduqués dans cette maladie et que c'est devenu une affaire personnelle. Et puis évidemment les familles, les parents et tous ceux qui ont connu des enfants atteints de cette maladie. Voilà, on parle de montres depuis quelques temps dans ce Focus Info. Il est temps quand même de les regarder. On est avec Carlos de la marque Bell & Ross. Qu'est-ce que vous nous présentez là? Quelles sont ces montres d'exception que vous présentez? Alors, nous présentons cette année un hommage à la Formule 1. Donc, nous sommes associés à Renault Formula One Team. Et donc, on retrouve les particularités que l'on a dans la Formule 1, c'est-à-dire en termes de matériaux, le carbone forgé, la céramique high-tech, le caoutchouc, et puis aussi au niveau de la motorisation, une motorisation squelette, et puis une forme particulière de poussoir que on reprend la boîte Tiptronic des volants, et ce sont des poussoirs à bascule qui facilitent la manipulation donc, du chrono et qui reprend l'esthétique en fait, du volant de la Formule 1. Et puis l'autre chose, c'est que quand vous avez un objet comme celui-là, eh bien, on s'est dit allons jusqu'au bout de l'expérience et proposons à celui qui va enchérir d'avoir une expérience unique, donc de rencontrer durant la dernière course de Formule 1 à Abu Dhabi les pilotes, notamment Hülkenberg, et de pouvoir donc non seulement les voir, parler avec eux, mais être sur le pit lane, être vraiment là où ça se passe, où se passe la course. Donc c'est vraiment une montre faite pour les amateurs de Formule 1. Très bien, alors vous avez parlé de pièces uniques, merci beaucoup. On va voir une autre pièce unique avec un autre horloger. Alors il y a beaucoup de monde, on va essayer de se faufiler. Justement, ah ben voilà, on est avec, c'est Yacine, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez nous présenter là aujourd'hui? Alors la Harpal One, qui est une montre juste incroyable. Si vous voulez me suivre. On y va. Alors c'est quelle marque?
Alors celle-ci. Et pour une première fois, en fait, nous avons une collaboration entre Laurent Ferrier et la marque Urwerk. Donc nous sommes deux montres, enfin deux univers complètement à l'opposé. Vous avez quelque chose de très classique avec Laurent Ferrier et nous, on est plutôt connus pour notre côté un peu futuriste et avant-gardiste. Et nous avons réussi en fait à fusionner ces deux mondes dans cette une pièce unique. La montre qui est beige là devant nous. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors son affichage de l'heure, comme vous pouvez le voir, n'utilise pas d'aiguille. En fait, chez nous, ce sont toujours les heures qui voyagent. On appelle ça l'heure vagabonde. C'est une expression du temps qui est très particulière, que nous utilisons déjà depuis 20 ans, en fait, chez Urwerk. C'est une montre qui est estimée à combien pour cette vente aux enchères? Alors, environ 60 000 francs, bien sûr, on espère plus. Francs? Ah oui, francs. Ah ben oui, puisque c'est en Suisse. En effet, voilà. On parle de francs suisses, là. Je croyais qu'on parlait d'anciens francs. Non, francs suisses. Et donc, bien sûr, cet argent ira pour la recherche. Alors justement, si pour finir ce Focus Info, on peut rappeler la date? Oui, ce sera donc le 11 novembre à Genève. Ce sera la réserve à partir de 14h30. Donc, enchérissez, on vous attend. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de regarder ensemble la carte météorologique. Vendredi, maintien du temps sec et beau, calme, température très agréable de 18 à 24 degrés. Samedi, un soleil plus hésitant en cours de journée, quelques nuages menaçant le soir sans grande détérioration du temps. Dimanche 1er octobre, des nuages matinaux, un temps assez ensoleillé et des températures assez douces pour la saison de 17 à 22 degrés. Lundi, belle journée en perspective, nuages discrets, température qui reste proche des normales jusqu'à 23 degrés pour les maximales. Et mardi, le soleil sera partiellement caché par des nuages mais sans grand changement important. Cette édition est à présent terminée. Merci pour votre fidélité. À suivre, votre magazine Découverte consacré à la Normandie, une région où il fait bon vivre. Made in Normandie, c'est tout de suite sur Monaco Info.